J'ai jamais très bien compris les gens, le monde qui m'entoure. Bon, c'est l'occasion d'essayer. Je suis Guillaume Haché, vous écoutez 70 minutes avec. Mais bonjour. Aujourd'hui, un épisode assez spécial, même si j'ai l'impression que je dis ça à chaque fois. Aujourd'hui n'est pas une journée ordinaire, le petit lardon. Je reçois une politicienne, Margot Doré, qui est députée et qui siège au Parlement bruxellois et au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Sauf que cette députée, je la connais personnellement, genre on a bu des coups ensemble, on est allé ensemble aux Pays-Bas, j'ai bossé avec sa start-up et elle écoute 70 minutes avec. Du coup, et je vois venir les critiques, il ne s'agit pas ici de faire semblant que j'ai une quelconque indépendance ou distance par rapport au sujet. Vous allez l'entendre, cette interview se concentre sur son parcours, son entrée en politique, parce qu'elle n'était pas du tout députée quand je l'ai connue, mais aussi sur la misogynie qu'elle doit subir et finalement sur son malaise par rapport au cadre très rigide dans lequel elle doit évoluer. Elle qui vient pas de ce monde-là. Bref, on parle de Margot et de ses aventures. On n'a absolument pas parlé de sujets politico-politiques du style abattage rituel, taxation des surprofits et tout le brol, tout ça. Ce n'est pas le but, et j'ajoute que ce n'est pas le but non plus de lui faire de la publicité à des fins électorales. Déjà parce qu'elle-même n'est pas sûre de se représenter, et ensuite parce que, je vous le demande, s'il vous plaît, ne votez pas pour des politiques juste parce qu'ils ou elles ont l'air sympas, ne vous laissez pas influencer, regardez comment ils ou elles votent. Vous allez voir que j'ai passé un très bon moment avec Margot, de la même manière que j'ai passé un bon moment il y a 2 mois avec Caroline Désir ou autrefois avec Alexandre Tocro. Bref, ce podcast n'est pas un podcast partisan, j'interviewe des gens de toutes les couleurs politiques. Sur ce, bonne écoute. Ah oui, dernière précision, je mesure 1m94. C'est important pour la suite. C'est parti! Donc concrètement, le truc qui est un peu particulier avec ta situation, c'est que déjà on se connaît. On n'est pas tellement dans la démarche ici d'une interview politique, on est plus dans le... Avant, tu n'étais pas une politicienne quand je te connaissais, et puis tu es devenue. Et puis tu as vu des trucs qui te semblent pas normaux, si je comprends bien, et tu es là pour un peu vider ton sac et dénoncer. Est-ce que c'est ça ta démarche? Quelle est ta démarche, Margot Doré? En effet, ça va faire 2 ans et demi maintenant que je suis dans ce Parlement, dans ce joli bureau, dans ces hémicycles qui sont un peu plus loin, etc. Et c'est vrai que déjà, premièrement, je pense que j'ai énormément changé. Alors changer, ça veut tout dire et rien dire, donc on pourra y revenir. Mais en plus de ça, j'ai observé plein de choses et je crois que aujourd'hui, s'il y a une partie de gens qui se sentent en déconnexion beaucoup avec les représentants et représentantes politiques, c'est aussi parce que l'institution ne marche pas toujours super bien. Et donc, le fait d'avoir un regard neuf sur l'institution vieille, à savoir mon regard neuf, l'institution vieille, c'est le Parlement, pour un peu justement essayer de comprendre, en fait, c'est quoi les blocages, qu'est-ce qui rend aujourd'hui l'identification des gens au monde politique compliqué, c'est un truc que je peux en effet expliquer, quoi. Avec des trucs scandaleux et puis avec des trucs chouettes aussi. Parce que je suis quand même optimiste dans la vie. Ça va, on va essayer de mélanger tout ça, le scandaleux et le chouette. Mais ouais, concrètement, parce que cette déconnexion dont tu parles, c'est quelque chose que j'ai beaucoup remarqué. Je sais pas si tu situes, il y a une émission en France qui s'appelle Backseat avec Léa Chamboncel et Usul et voilà. J'ai déjà vu des extraits. C'est ça, oui, ça circule. Voilà. Et un truc qui est hyper récurrent là-dedans, c'est qu'ils invitent des politiciens et aussi des youtubeurs, twitchers, tout ça. Et à chaque fois que c'est un influenceur qui vient et qu'on lui pose la question de est-ce que tu as quelle est ta position politique ou quelque chose comme ça, la réponse qui arrive presque 9 fois sur 10, c'est moi, je me sens pas légitime pour avoir un avis, c'est très loin de moi, etc. Et je pense que ça vient en partie du fait que les politiciens ont l'air d'évoluer sur un autre plan que nous, la plèbe, les simples gens. Et donc, je pense qu'il y a une démarche de dire mais non, mais en fait, moi, je suis député, mais je
suis encore humaine, je suis, j'ai des poumons, je respire comme vous, voilà. Je pense que c'est pas inutile. Oui. Et je crois que tu as raison, et qu'en fait, c'est pas que... Enfin, en fait, il faut qualifier les choses, je crois, et que le monde politique, c'est un monde hyper bourgeois, hyper masculin, hyper codifié sur ces deux piliers-là. Et donc, en fait, évidemment, si tu n'es ni bourgeois ni un homme, bah, tu as du mal à t'identifier. Et bourgeois et masculin de par la composition du Parlement, des sièges, ou bien est-ce que ça va encore plus loin, il y a vraiment des codes inscrits dans le marbre qui sont... Moi, je crois que c'est un joyeux mélange, si tu veux, où déjà, bon, donc là, t'es rentré dans le Parlement, mais par le côté bureau, donc t'as pas vu le décorum à l'entrée avec les grandes pilastres, les sculptures, les peintures, tout ça. Mais déjà ça, tu vois, je veux dire, être habitué à marcher sur des moquettes en velours rouge avec des dorures au mur, enfin, personnellement, moi, ça m'est jamais arrivé, à part dans des musées dans ma vie, tu vois. Tu voudrais un Parlement comment ? Avec des graffitis. Je sais pas, mais en tout cas, il y a un poids de l'institution, je pense, qui direct met... Enfin, c'est pour ça... Mais une distance avec bien sûr. Les simples gens, entre guillemets. Et moi, ça m'arrive souvent de faire venir des gens de l'extérieur au Parlement pour des réunions, etc. Et toujours, je fais le petit exercice de traverser au moins les salles à l'entrée et la salle du Parlement pour que les gens voient, parce que je trouve ça important. Et direct, par exemple, quand on arrive dans les espaces, les gens parlent plus bas. Tu l'as pas fait pour moi. Même. Ben, on était pressés. Mais directement, les gens parlent beaucoup plus bas, en fait. Ah ouais, ok. Tu vois, comme s'ils étaient un peu... Genre, on chuchote parce qu'on est dans un endroit un peu certaine humilité par rapport à l'importance, l'institution qui est autour de nous. Et je crois que moi, cette histoire finalement de décor, elle est aussi directement liée à la perception qu'on a dans la population de ce que c'est un Parlement, quoi. Mais donc, c'est très naïf et simpliste comme question, mais tu voudrais que le Parlement ait un look différent et soit plus comme les vrais gens ? Tu sais, en tout cas, ça pourrait faire partie d'un Parlement plus un projet plus ouvert, plus global, d'avoir des lieux qui sont un peu plus accueillants. Par exemple, croiser des enfants au Parlement, c'est super rare. C'est bizarre quand même. On prend des décisions qui concernent quand même... Mais sur l'école. Oui, mais tu vois ce que je veux dire. Tu viens pas quand tu... Oui, le mercredi après-midi, ils sont pas là, quoi. Oui, voilà. Le personnel, c'est jamais arrivé que je croise des gens qui sont avec leur... Mais alors que dans plein de métiers du monde, tu croises des enfants dans les couloirs, etc. Il y a vraiment un truc, comme une espèce de... Pas une espèce, une sacralisation des lieux, quoi. Et je crois que c'est... La sacralisation, elle va aussi avec la fonction, et tu vois. Oui. Et en même temps, si c'était complètement désacralisé, il y aurait un problème aussi, non ? Je pense que ça gagne en tout cas en proximité à le faire. Surtout que ce qu'on remarque, c'est que c'est pas parce qu'un lieu est sacralisé que les gens ont confiance dans ce qui s'y dit et dans les décisions qui y sont prises, etc. Oui. Par exemple, mais je trouve que le Parlement européen, qui organise des expos, dans lequel on peut aller très facilement visiter, etc., a une dimension plus ouverte. Alors eux, ils ont le problème que c'est un niveau de pouvoir qui est tellement haut qu'ils ont intérêt à faire ça, sinon les gens seraient là, genre l'Europe de manière générale, abstraite, quoi. Mais en plus hyper complexe avec 10 000 institutions à l'intérieur de l'Europe. C'est ça. Bon, voilà. Mais au moins, je pense que sur les bâtiments qu'il y a à Schuman, t'as quand même un truc de... Par exemple, les touristes, ils vont le visiter, quoi. C'est plus récent aussi. Hein. Ouais. Oui, tout à fait. Mais donc là, je pense qu'en effet, il y a... Après, il y a sacralisation comment dire, des lieux, puis il y a aussi sacralisation forte de la fonction, je trouve. Et t'as quand même un truc de... Enfin, par exemple, bon, moi, là, tu me vois, je suis en veste en jeans, sans chemise, j'ai pas... Enfin, voilà, je suis habillée comme ça aussi. Est-ce que t'as déjà croisé des parlementaires ou du staff qui étaient surpris, choqués par ta tenue, ou est-ce que c'est... Alors, les commentaires sur les tenues, c'est une récurrence, une récurrente en politique, ça, c'est clair. Mais qu'est-ce que t'as pu entendre, par exemple, au sujet de... T'es bien habillée aujourd'hui. Ta veste en jeans. Là, genre, d'habitude, c'est mal habillé, parce que, genre, j'ai foutu un tailleur, tu vois. Oui, c'est ça, c'est un compliment qui sous-entend qu'en fait, d'habitude t'es un clochard. Pas ouf, tu vois. Alors que, enfin, je veux dire, ça va, enfin, pas l'impression d'être... Tu veux que je te donne mon avis? C'est ça. Mais par exemple, c'est rigolo, mais quand je suis entrée au Parlement directement... Donc, moi, je suis toujours en basket. Là, j'ai mes baskets. Je supporte pas marcher avec ça, montre-les à la caméra. Voilà. C'est beaucoup d'exercices, hein, ce podcast. Mais par exemple, je supporte pas... Enfin, j'ai un peu de mal avec les talons, les trucs comme ça, parce que je trouve ça... pas pratique, et or je suis dans mon boulot c'est pas ton style, c'est pas ta nature, quoi, ouais. Et du coup la première question que je me suis demandé quand j'ai commencé, genre mon premier jour, c'était à la Fédération de Bruxelles, et je me suis dit waouh, est-ce que je dois mettre des talons, des trucs, ou je peux y aller en basket. Je me souviens, j'ai fait le trajet dans l'hémicycle, j'ai sondé toutes les chaussures de tout le monde, je regardais, j'étais là Puis j'ai vu quelques élus plus jeunes qui étaient aussi en sneakers ou quoi, et donc j'étais là, en fait ça va, il y a moyen. Mais néanmoins, c'est quand même fort codifié, etc. Codifié que tu ressens
à travers les commentaires ou juste à travers les tenues que tu observes autour de toi? Plutôt, ouais. Les commentaires chez certains et certaines. Je veux dire, les commentaires sur les vêtements, comme je te disais, c'est monnaie courante. Ça arrive tout le temps, quoi, d'entendre je sais pas, moi. C'est intéressant de voir que... Pardon, je t'ai coupé, mais on parlait du fait que c'était sacralisé, une institution, tout ça. Donc, des dorures très impressionnantes. Par contre, se tenir avec un minimum de respect et de bienséance, ça, apparemment, ça fait pas partie des codes de l'institution. C'est pour ça que je dis c'est bourgeois. C'est typique d'une espèce de culture bourgeoise. Dans les formes, on est bien, mais derrière, on n'est pas chouette, quoi, tu vois. Oui, désolé de revenir avec ça, mais parce que bourgeois, ça a aussi une connotation politique. Il y a par exemple un parti très très anti-bourgeois qui est de plus en plus important en Belgique francophone. Est-ce que donc ces commentaires donc que tu qualifies de bourgeois, tu les entends de tous les côtés, de tous les partis, ou ça reste un truc plutôt du côté du MR, ou qu'est-ce que... C'est plus un truc de conservateur d'office, en fait. Et ce côté sacralisation de l'institution, ça l'est fort. C'est une combinaison des deux, en fait. Et je donne un exemple qui n'est pas le cas d'une députée femme et d'un député homme, mais par exemple, on a un collègue qui vient du monde du spectacle et qui a déjà fait quelques petites vannes en commission où il amenait un objet un peu rigolo, une caméra obscura, des choses comme ça. Et ça casse fort les codes, quoi. Et donc, du coup, il y a après des tweets qui disent « Ah là là, mais tel député ne respecte plus notre institution. » Alors que le fond politique de ce qu'il amenait était hyper intéressant, juste pour accrocher ses collègues, parce que quand t'es au moins 6 à prendre la parole 20 minutes d'affilée, c'est chiant comme la mort. Et du coup, voilà. Il y a aussi une dimension maintenant où j'ai l'impression que de plus en plus de députés, en particulier dans certains partis, savent que c'est filmé et font un peu le show parce que justement, ils sont pas là juste pour les politiciens bourgeois codifiés très dans l'institution, les dorures, tout ça, mais aussi pour le grand public sur Facebook qui... Donc, Donc ça, à ce qui paraît, moi, après, j'ai pas vécu la période avant, mais en effet, le fait de diffuser en direct les travaux, c'était un objectif démocratique, genre transparence des débats, et c'est devenu une composante qui fait que les partis réfléchissent à quelle exploitation ils peuvent faire de ce qui est filmé. Et c'est clair que ça change vachement la donne. Enfin, voilà. Moi, je crois que c'est un win-win, un win-lose plutôt. Genre, tu perds un peu parce que les débats se font de plus en plus sur les codes réseaux sociaux. Mais d'un côté du game, parce qu'il y a plus de gens qui suivent les débats, quoi. Un autre aspect dans tout ça, c'est le fait que tu es une femme. Un autre. En fait, c'est exactement de ça dont on parle. Mais concrètement, donc, des commentaires sur ta tenue. Ouais. Je sais aussi que, statistiquement, on va dans le bon sens. Il y a de plus en plus de femmes qui se sentent légitimes à s'engager en politique, plus qu'avant, en tout cas. Tout est relatif. Je vais te poser une question très simple, très ouverte, en fait. Le fait d'être une femme au sein du Parlement, donc, rappelle que tu es députée au sein du Parlement bruxellois et donc aussi du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, la lasagne. Et concrètement, quand tu marches dans les couloirs de ces institutions, quand tu présentes un projet de loi ou autre en commission ou devant le Parlement ou autre, le fait d'être une femme, est-ce que c'est un facteur? Est-ce que ça pèse sur toi? Comment est-ce que tu le vis? Il y a plusieurs trucs évidemment dans ce que tu dis. La première chose, c'est que moi, dès mon arrivée, je pense que je faisais partie en fait des jeunes femmes qui se sentent pas vraiment représentées en politique. D'accord. Et c'est vraiment hyper perturbant de se dire en fait les femmes ne se sentent pas représentées en politique et en plus de ça elles veulent pas s'engager parce qu'elles ont peur, donc en fait c'est un effet qui s'auto-alimente tout le temps. Et donc moi je pense que je faisais partie clairement de cette catégorie-là. On se sent surtout représenté par les autres femmes qui veulent pas s'engager du coup. C'est un peu le problème, quoi. Et moi, j'avais pas trop de modèles, je suivais pas trop l'actualité politique non plus. Alors, évidemment, chez Écolo, j'en ai développé, mais... c'est ça, t'étais community manager chez Écolo avant. Oui, mais pas longtemps avant. Mais je te parle de vraiment longtemps. Ah oui, c'est ça, oui. Donc, quand t'étais ado, quoi. Oui, quand j'étais ado, pour moi, la politique, c'était juste des députés corrompus qui venaient dans mon école pour école de Serein, Liège, tout ça. D'accord. Et donc, c'était mon image, c'était vraiment un truc, Et donc, quand je suis arrivée dans le monde politique... Un truc un peu pourri. Ouais. Voilà. Quand je suis arrivée dans le monde politique pour bosser pour Écolo, et puis quelques années après, donc genre 3 ans après, dans le Parlement, je me suis tout de suite dit, ça va être un carré dans un rond, quoi, tu vois. Il va falloir que soit le rond me laisse passer mes coins de carré, ou bien alors que moi je m'arrondisse un peu. Très bonne analogie. Oui,
Non, mais c'est clair. Cinéma. Et du coup, je me suis tout de suite dit que ça risquait d'être compliqué. Et donc, d'abord, comme tu me demandais un peu comment je me sens et comment je me sentais, déjà toujours un peu, un peu raser les murs, etc. Dire, bon, est-ce que j'ai vraiment raison d'être là? Est-ce que vraiment je suis à ma place? Est-ce que je fais bien mon travail, etc. Je sais pas si je t'ai déjà raconté cette anecdote, mais quand on monte à la tribune pour prendre la parole, c'est un truc de fou parce que moi, le micro, il m'arrive là, quoi. Et donc, on a l'impression que t'as un pupitre qui m'arrive jusque là, aux épaules, et puis il y a le micro au-dessus, donc quand je parle, je suis comme ça. Mais t'es pas si petite que ça, si? Non. Okay. Je fais 1m66, quoi. Donc, ouais, mais moyenne femme, tu vois. Et donc... En fait, un truc récurrent avec moi, c'est quand on me donne une taille, je fais « Ah oui, t'es petit, en fait. » Oui, c'est ça, oui, mais ça... Mais du coup, ce que je veux dire par là, c'est que déjà, le mobilier, quand tu prends la parole, il est intimidant. Plutôt adapté aux grands hommes imposants. Voilà. T'es dans un hémicycle où il y a quand même plus de 80 personnes qui te regardent alors que tu parles. Je sais pas ce que t'as fait dans ta vie, mais je pense que ça t'arrive pas très souvent. Moi, ça m'arrive pas très souvent non plus. T'as jamais pitché pour ta start-up devant des assemblées comme ça? Ouais, mais pas aussi... Ils écoutaient pas éloignés de moi. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, ok, je vois. Parce que là, c'est des gens... je veux dire que je défends des fois des projets de loi devant le Vlaams Belang, quoi. Ils me regardent. Oui. Quand tu dis éloigné, c'est en termes de profil, socio-économique, politique, tout ça. Voilà. Alors, il y a un truc, c'est qu'aussi... donc, moi, je suis députée alors que Écolo est au pouvoir. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on dit vulgairement que je suis députée de la majorité. Et donc, je sais que j'ai des ministres qui sont estampillés Écolo, qui ont été désignés par Écolo pour siéger, qui font déjà toute une série de choses. Et donc, moi, j'ai toujours considéré mon job comme aller un peu en complément, si tu veux, des actions des différents gouvernements. Parce que je vais pas... gérer, la propreté à Bruxelles alors que c'est un ministre écolo qui le gère. Je fais autre chose. Et du coup, j'amène souvent des sujets qui sont un peu des sujets qui sont pour moi des angles morts, qu'on a peu traités dans les parlements jusqu'à présent et que j'essaie d'amener, mais qui du coup me valent parfois un accueil un peu sceptique. Donc, la première fois que tu parles de contraception masculine devant tes 80 collègues allant de Vlaams Belang jusqu'au PTB, avec des gens de tout âge, de toute origine, c'est pas super easy, quoi. Ok, et soyons concrets. Donc, tu arrives devant l'Assemblée avec un projet de loi, par exemple, sur la contraception masculine. Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu constates? Qu'est-ce que tu vois concrètement? Je constate qu'il y a des collègues qui rigolent parce que le nom du colloque de référence en la matière, c'est Focus sur les couilles. Alors là, j'entends comme ça derrière. En même temps, c'est mais c'est pas moi qui ai inventé ce nom, hein, c'est un nom d'un colloque, tu vois. Donc, donc c'est ça, un colloque qui est existant. Tu vois, je présente tout mon projet. Ok, autant pour moi, d'accord. Le colloque, c'est pas ton projet. Non, je présente tout mon projet. À un moment donné, je dis oui, parce qu'il y a des conclusions, par exemple, concernant la sensibilisation, qui ont été tirées lors d'un colloque. Le colloque qui s'appelle Focus sur les couilles. Puis là, il a arrêté. Ok. Je comprends mieux. Okay. Tu vois? Je pensais que c'était. Non. Toi qui faisais une vanne. Ok, non. On fait pas de vanne dans les Sauf ton collègue, du coup, qui est venu avec. Ouais, hors micro, du coup. Et donc, tu vois, toujours, t'es un peu prise, comme si, un peu comme un ovni, quoi, tu vois. Et donc, souvent, moi, j'ai eu ce sentiment-là de me dire, est-ce que je fais bien les choses? Parce qu'au final, j'ai l'impression que... Donc, tu dis ovni. Est-ce que ça va jusqu'à la sensation d'être pas crédible, décrédibilisé, mais qu'est-ce que c'est que cette clown qui vient nous parler de focus sur les couilles? Qu'est-ce qu'elle fait là? T'as déjà eu ce ressenti-là? Oui, très, très souvent. Et même des fois, à me voir avoir ce que j'amenais comme réflexion sur un sujet complètement déconstruit par un collègue masculin, alors que la personne n'avait aucune connaissance et compétences dans le domaine en question. Exemple concret, on fait un débat sur la représentation des femmes dans le monde de la culture. Et donc, j'explique que la plupart des budgets de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui sont alloués à des projets artistiques sont avant tout, visent avant tout un financement de projets portés par des hommes, donc les grands théâtres, etc. Et le gars me répond, mais moi, quand je vais au théâtre, etc., il y a plein de femmes qui travaillent dans la culture. Je suis là. Oui, mais en fait, il y a un concept derrière, ça s'appelle le gender blindness, donc j'explique, etc. Et en fait, derrière, il vient, non, mais je suis pas d'accord avec vous, parce que moi, je vois vraiment beaucoup de femmes qui... Et je me dis, mais waouh! Et donc, t'amènes des angles différents, et puis en fait, tu dois toujours, je pense, 2 fois plus les défendre, parce que c'est des sujets féministes, soi-disant woke, machin, de la part de personnes qui n'ont aucune compétence dans le domaine. Enfin, moi, je vais jamais aller faire la maligne. C'est étrange de contredire des études de gens qui ont travaillé sur le sujet avec de l'anecdotique, moi, quand je suis allé au théâtre, j'ai vu ça. Il y a un argument qui pèse plus que l'autre, là. Enfin, c'est étrange. Okay. Parce que pour beaucoup aussi, tout ce qui est sociologie, études de sciences humaines, etc., ce n'est pas de la science, quoi. Et donc, quand tu dis...
quand j'ai interviewé ton ami Georges-Louis Boucher, il me disait que ces secteurs-là étaient complètement envahis par la gauche, etc., que c'était très politisé et que c'était donc finalement un ennemi sur le plan intellectuel. Cela le dit d'après lui, un virologue bien connu aussi. Donc, je veux dire, je pense qu'il y a des gens de gauche et des gens de droite partout. Mais bon. Ouais, mais ça, c'est ouf, quoi. Et donc, tu démontres, parce qu'il y a eu, je sais pas, une étude au Canada sur les biais de genre dans la santé, une meuf qui a interrogé des centaines de médecins, etc. Et on te dit, mais non, c'est pas de la science. Mais du coup, qu'est-ce qu'est la science, quoi, tu vois Et donc ça, c'est vraiment, c'est vraiment un truc qui revient souvent. En plus, moi, j'ai travaillé donc sur les questions d'égalité où la compétence et la connaissance sur le sujet n'est pas reconnue, parce qu'on estime que c'est juste un délire de néo-féministes woke. Et sur un deuxième sujet qui est les questions numériques et d'IT, où là, c'était directement mais qu'est-ce qu'elle raconte, enfin elle en sait rien, etc. Et en fait là par contre j'ai vu une évolution très forte du regard de mes collègues sur ces questions-là, parce qu'au fur et à mesure des commissions, des moments où on avait de la discussion de fond avec des fois des acteurs et des actrices de terrain, comme c'est con mais je jargonne très bien en IT, même si je suis pas IT moi-même, ça va, tu vois. Oui, on peut donc rappeler comment on se connaît. Voilà. Donc concrètement, tu as cofondé une startup qui s'appelait Nextride, qui a évolué depuis, dont tu t'es distancié. Donc tu ne codes pas toi-même, tu n'es pas une détentrice d'un master en sciences informatiques, mais tu as des connaissances appuyées dans comment ça fonctionne en termes d'infrastructure, en termes de technologie derrière. Voilà. Je précise que donc c'est dans ce cadre-là, puisque j'ai travaillé avec Nextride, qui est devenu Nextmove, qui est devenu Stoomlink, qui a été racheté. Et donc, qui était prochain bus avant. T'as oublié, ouais, j'allais dire. Voilà. Et donc c'est comme ça qu'on se connaît. Et donc, tu es en mesure de jargonner, parce que tu as ce parcours-là. Et c'est le jargon qui te rend crédible, alors? Ouais, du coup, c'est quand, hein. C'est quand on te voit discuter avec une meuf qui travaille dans l'IA et que tu lui poses des questions un peu plus, mais qui c'est pas, enfin, à la limite, je le fais presque juste pour avoir la discussion technique pour que tout le monde derrière se dise ah oui, ok, elle sait, tu vois. Et donc ça, c'est un truc où là, j'ai vu l'évolution du regard, quoi, où je me suis dit ah tiens, maintenant, alors je suis la technicienne de service, quoi, alors que franchement... On te demande de réparer les imprimantes et tout ça. Ah, sûrement un jour ou l'autre. Oui, mais brancher les trucs de projection, ça, oui, c'est souvent ça. Ah oui, d'accord. Okay. Ouais, tu vois, comme quoi. Okay. Mais tout ça pour dire que parfois même dans la médaille. Mais parfois même dans la répartition des sujets, des matières, etc., dans les députés, il y a des biais de genre énormes, quoi. Si tu vas en commission égalité, il y a... 15 députés qui siègent, il y a 14 femmes, un homme. Si tu vas en commission santé, c'est quasiment la même proportion. Par contre, si tu vas en économie, en affaires générales, là, des trucs de bonhomme, là, c'est tout de suite... Oui, un peu comme les sections d'études à l'université, etc. Ouais. Et donc, en fait, tu as une répercussion de tous les stéréotypes de la société, selon moi, en tout cas, qui sont concentrés dans le Parlement et qui vont faire que, par exemple, avoir des mandats spéciaux, comme on dit. Donc, c'est, par exemple, présider un groupe de travail, présider une assemblée, être chef de groupe pour un parti dans un parlement, etc. Tout ça, c'est des rôles qu'on va davantage donner aux hommes. Et franchement, c'est assez... sauf voilà, commission égalité. Donc, le groupe de travail égalité, c'est moi, parce que c'est égalité. Donc, forcément, on veut bien une bonne femme à ce moment-là, quoi. Ok. Concrètement, dans le cadre du Parlement, dans ce lieu, on a parlé de la crédibilité que tu pouvais perdre à cause de ça, à cause de ton âge, à cause de ton look. Ça s'arrête pas là, puisque tu as aussi été beaucoup craché dessus sur les réseaux, y compris par les politiciens, comme par exemple Georges-Louis Boucher. Est-ce que ça arrive à toutes les femmes? Est-ce que ça t'arrive à toi plus qu'aux autres? Pourquoi? Purée, tu poses des questions qui mériteraient une thèse. Alors, je sais pas si je suis en mesure de me comparer avec d'autres personnes, mais il y a des spécificités, je pense, liées à mon profil. La première chose, c'est que j'ai toujours beaucoup utilisé les réseaux sociaux. Okay. Mais en fait, c'est rigolo parce que du jour au lendemain où je suis devenue mandataire, donc où j'ai été élue, en fait, j'ai eu toute une nouvelle foule de personnes qui ont commencé à me suivre. C'est ça. Et à me retourner des réflexions assez désagréables sur ma légitimité. Souvent sur ça qu'on m'attaque. Mais vraiment du jour au lendemain, quoi. Donc, je suis passée d'une communauté d'IT nerd, défenseurs de l'open data, à des espèces de gens hyper énervés contre la politique et surtout contre les woke féministes, quoi. Et donc, ça, je l'ai noté. Et ça, c'est sûr que le fait d'être exposé médiatiquement ou même juste d'avoir le statut, parce que j'avais même pas encore fait une interview quand ça a commencé, le fait juste d'avoir une étiquette personnalité publique,
directement, ça donne un terreau pour des cyberviolences et en fait, toute une série de violences comme ça subies en ligne. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je crois que les sujets que j'amenais au Parlement, m'ont valu de vite être mise dans une case qui est celle de woke féministe, tout ça, qui, je crois, aujourd'hui, n'est pas vraiment un atout quand on utilise les réseaux sociaux. C'est intéressant parce qu'à chaque fois que tu dis woke féministe, on sent que c'est les mots que tu places dans la bouche de tes adversaires intellectuels. On va reprendre ce que tu disais justement, mais est-ce que tu es une woke féministe? Je sais pas, est-ce que je suis éveillée? Est-ce que je défends les droits des femmes? Oui, enfin, tu vois, littéralement, oui. C'est ça, oui. Non, parce que ce que je remarque dans la façon de formuler les phrases, c'est toujours je suis perçue comme une woke féministe, les gens me catégorisent. Mais parce que je crois que sur les réseaux sociaux, c'est devenu une insulte, quoi. Ouais, alors que ça dépend pour qui, mais oui. Ouais, c'est ça. Alors que t'es un peu là. Et que si, parce qu'il y a aussi ce truc que ça te classe dans une espèce de case où du coup t'es une espèce de punching ball pour même les fachos français. Parce que c'est une insulte, tu crois que tu commences un peu à te distancier du terme ou parce que t'as pas trop envie que ça te revienne dans la face? En vrai, je m'en tape. Enfin. Non, parce que je remarque que tu te distancies du terme, mais peut-être que c'est juste. Je sais pas. D'un côté, ça change quoi? Même si je l'assume, ça va pas découpler. Oui, bref, ok. Bon, c'est pas très important. Mais donc, revenons à ce qu'on disait, donc sur le fait que tu es perçu comme tel sur les réseaux. Ouais. Mais concrètement, tu n'as pas, je pense, trop changé ta façon d'interagir avec les réseaux sociaux dans ce que tu postes, Si? Ok, vas-y, dis-moi. Pardon, c'était une... ça venait du cœur. La rage est ressortie. Je suis pas sûre de ça. Okay. Mais ce que je veux dire, c'est que beaucoup de politiciens feraient du très carré, très formel, écrit par un community manager. Et toi, t'es déjà plus dans une démarche où tu peux dire, je suis tombé sur un article, et tu fais une selfie, et tu montres le machin, enfin voilà. Et ça peut-être. C'est beaucoup plus organique. On sent que ça reste toi. Alors que, peut-être que pour beaucoup de gens, quand on devient actif en politique, on abandonne ces réseaux et sauf si on est président de parti, mais on les confie plutôt à quelqu'un dans le métier, tu vois. Alors déjà, je n'ai pas les ressources humaines pour faire ça. Ouais. Ensuite, c'était ton métier, genre. Oui, voilà. Moi, les personnes avec qui je travaille, c'est du personnel politique qui mettent sur les dossiers, des juristes, etc. Je pense que communiquer ne doit pas être ma priorité. Je le fais parce que j'aime bien et que je trouve qu'il y a moyen justement de démystifier la politique. C'est pour ça que j'essaie de le faire un peu en étant moi-même. Après, faut pas non plus idéaliser. Je veux dire, le nombre de fois où je veux poster un truc et je le fais pas, où je poste un truc et je le supprime, juste parce que je sais que ça me met en danger. Le nombre d'informations que je divulgue pas publiquement, ça m'est arrivé. Ouais. Ça m'est arrivé que des gens de ma famille se fassent, genre on capture des contenus qu'ils avaient postés, etc. pour me lyncher moi. Ok, ouais, ça c'est sombre. Ouais. Not sexy, vraiment, quoi, tu vois. Et donc maintenant, je fais attention. Je tag pas mes collaboratrices sur mes stories, même si je mets une photo d'elles, parce que je veux pas qu'on remonte jusqu'à elles, parce qu'après, sinon, on va dire ah oui, mais la collaboratrice de Margot Doré, elle est partie en vacances. Oui, fine, quoi, tu vois. Mais donc, d'expérience, je me suis hyper fort remis des règles en tête pour, tu vois, pour cadrer tout ça. Et c'est super trash, parce que de la même manière où je pense que les femmes sont éduquées à, par exemple, pas prendre certaines rues pendant la nuit parce que c'est dangereux, en fait, dans l'expression, la liberté d'expression aussi, en fait, on fait des techniques d'évitement et il y a des équivalents à tout ce que, enfin, tu vois, prendre la parole, ou bien alors, ça m'est déjà arrivé aussi de ne pas oser dire moi-même quelque chose et le confier à quelqu'un d'autre, tu vois, et dire à un de mes collègues, vas-y, tweet ça, c'est un bon truc, c'est une bonne punchline, mais juste parce que moi, j'avais pas le courage de gérer le retour. Ok, et donc je reviens à l'autre partie de la question qui était, est-ce que tu as l'impression d'être davantage une cible que, par exemple, les autres députés femmes écolos? Alors, moi, j'ai le privilège d'être blanche. Et donc, je me ramasse pas des emojis charter et ce genre de trucs. Donc ça, c'est déjà... c'est ça en termes de le type d'insulte que tu peux recevoir. Ouais, mais du coup, ça décuple, hein, parce que quand tu chopes les racistes en plus, les racistes s'en prennent pas à moi, sauf s'ils sont en plus misogynes. Ça se combine souvent, mais c'est pas une exclusive. Mais du coup, en fait... Oui, ok, je comprends que t'as pas envie de te placer comme étant la plus ou la moins, ou parce que du coup, les autres personnes qui s'en prennent aussi plein la gueule ont l'impression que ça minimise leur vécu. Mais par contre, un truc qui est vrai, c'est que, par exemple, moi, les médias faisaient pas trop attention à moi parce que j'étais une petite jeune qui commençait, et du coup, les réseaux sociaux, c'était un peu ma seule manière d'exister, quoi, tu vois. Et prendre position sur Twitter sur un sujet d'actu, c'était la garantie, d'avoir ta prise de position qui se retrouve dans un article sur le site de la DH ou quoi. Et donc, c'est clair que c'est un outil de visibilité
visibilisation qui est important quand t'as pas accès aux médias. Je veux dire, je sais pas moi. T'es moins invité en matinale sur la première. Ouais, voilà. Jean-Marc Nollet, il a un truc à dire à la presse. C'est ça. Il claque des doigts, il se fait inviter, ou quasi. Quand t'es une petite jeune qui débute, moi j'ai fait une fois une matinale politique en radio, et donc c'était la seule fois, 2 ans et demi. Mais c'est pas grave, mais voilà. Ça se comprend. Et du coup, voilà, c'est ça que je voulais dire. Du coup, ça rend les violences en ligne, je pense, démultipliées parce que du coup, ça devient le média principal. Et alors, un troisième truc que je pense qui est fondamental, les gens savent que c'est moi qui lis, tu vois. Et je pense que quand ils adressent un message à Zakia Katabi ou à Caroline Désir, ils se doutent qu'il y a une personne qui filtre, etc. Ouais, c'est moins fort, tu vois. Ah, oui, je comprends. Bon, après, c'est peut-être moi qui fais une lecture complètement malsaine des gens. Mais... Non, je pense que c'est tout à fait, ça se tient tout à fait comme raisonnement. Donc, quand on parle de personnes qui t'emmerdent violemment sur les réseaux sociaux, qui vont chercher des gens parmi tes proches, parmi tes collaboratrices, etc., une personne en particulier contre qui tu vas porter plainte, comment ça s'est passé, ça ? Alors, donc, c'était au tout début, et donc j'étais pas encore habituée et blindée comme maintenant, parce que maintenant j'essaye d'un peu de me mettre une petite carapace. J'étais à la mer avec une de mes potes, et ma maman m'envoie une caricature dégueulasse de moi avec un slogan à caractère sexuel. 1, 2, 3. Ma maman m'envoie ça alors que je suis en déconnexion avec des potes. Et donc j'étais là, oh waouh, donc j'ai commencé à paniquer complètement. Comment elle reçoit ça, ta mère ? Parce que c'est une maman et donc elle regarde, elle suit un peu Twitter. Parce qu'en fait, elle n'a pas reçu ça directement. Non, en fait, quand tu entres en politique et que surtout tu es un pas du monde politique, je crois que les gens autour de toi, ils sont un peu en mode oh waouh, magie, on va toucher une vraie députée. Tu vois. Et donc du coup, ils regardent et ils sont super soutenants. C'est super gay. Enfin, je veux dire, dans mes potes, qui sont assistantes sociales, puéricultrices et tout, elles avaient jamais. Et maintenant, elles commencent à comprendre aussi comment ça marche, donc ça, c'est cool. Mais ce qui est moins cool aussi, c'est que du coup, la violence à laquelle t'es exposé, ils sont au courant. Et ça, parfois, je crois que, surtout quand c'est une maman, ça un peu. Voilà. Et donc, ma mère m'envoie ça. Et donc, je me dis, waouh. Et elle t'envoie ça dans quel but ? T'as vu ? Mais elle sait pas. Maman, désolée. Non, elle sait pas. Elle se dit, t'as vu, il y a quelqu'un qui a fait ça sur toi, ça se fait pas, c'est grave. Bienveillante, quoi. Ouais, je sais que... Ce qui est bienveillant, c'est plutôt de protéger ce genre d'image. Mais quand t'as plus de 50 ans, tu sais pas... Enfin, tu vois, et puis je crois qu'elle était un peu paniquée aussi. Et donc, elle me soumet ça, je regarde, je me dis, OK, ça, c'est vraiment... Enfin, je veux dire, je sais ce que c'est le droit à la critique, je comprends des concepts de liberté d'expression, etc. Là, c'est m'attaquer sur le fait que je fais... Pardon, je sais pas si c'est censuré. Non, sur le fait que je fais pas de pipe ou des choses comme ça. T'es là, genre, je crois que ça n'a pas grand-chose à voir avec ma fonction parlementaire. Et donc... Là, tu présentes ça comme une lecture très rationnelle du truc, émotionnellement, quand tu vois ça. Franchement, ça m'a vraiment tué. Je me suis dit... Je pense que ça... On parlait de rappeler que les policiers sont humains. Ah oui. Je pense qu'on peut rappeler que c'est... Bon, moi, je me suis pas pris ce genre de truc-là, mais la même personne m'a emmerdé. Et d'autres personnes parmi ses fans ont aussi fait des caricatures de ma face, etc. C'est pas très agréable. On souhaite ça à personne. Non. Voilà. Et en fait, ce qui est horrible, c'est que déjà, tu te rends compte que ça peut exister. Alors, lui, il a fait un nombre limité de fois, etc. Mais en fait, je sais pas expliquer. C'est un peu comme s'il y avait une barrière qui s'était ouverte de dire, OK, c'est possible. J'ai eu un autre truc pas cool, contre lequel j'ai jamais porté plainte, mais que je trouvais immonde. Il y a une personne qui m'a prise en photo dans la rue avec une de mes potes pendant le confinement pour dire que genre j'allais me promener, mais en plus c'était ridicule, j'allais chercher du pain, c'est ma voisine. Enfin bref, histoire. Enfin, je veux dire, légalement, il y avait rien de grave. Mais à mon insu, quelqu'un m'a pris en photo dans la rue. C'est arrivé une deuxième fois où une personne a dit, je l'ai vu à l'aéroport de Zaventem. Je crois que j'allais chercher une de mes copines, je sais même plus en vrai, et a tweeté ça. Je me dis purée, en fait, je suis observée, tu vois. La photo, c'est super creepy. Le fait de remarquer une célébrité dans un aéroport. Célébrité. C'est bon, ça me choque moins. Mais la photo, par exemple, c'est creepy. Ouais. Donc je marchais, et forcément sur la photo, tu vois bien que je suis pas en train de capter qu'on prend une photo, donc je suis là genre, tu vois, probablement en train de dire des conneries. Avec ta baguette. Oui, mais je trouvais ça, enfin là aussi, tu vois. Ça veut juste dire, OK, c'est possible. En fait, il y a des personnes qui, pour me nuire, peuvent me prendre en photo dans la rue. Mais alors, du coup, quand tu sors et que, je vais dire comme ça, mais safe, quoi. Ouais. Non, et quand tu sors et que t'es un peu bourré et que, tu vois, t'es en train de déconner, etc., je sais pas, tu dis quoi et quelqu'un va me prendre en photo? Une espèce de devoir d'exemplarité, de perfection, de jamais pécher, de jamais qui t'est imposé à 300% et qui en plus, dans le cas de ta sortie dans la rue, n'était pas pertinent. Enfin. Non, et en plus l'exemplarité, la perfection, nanana. Si on continue à dire qu'en effet il faut être une sorte de surhomme pour faire de la politique, en fait on va jamais avoir personne qui veut y être, quoi. Et donc oui, enfin je sais pas, comme
Ouais, parfois je suis bourrée parce que c'est le soir et que je suis avec des potes. Oui, parfois, je sais pas, je dis un truc et puis je dis ah ben non, en fait, je me suis trompée. Enfin, tu vois, il y a plein de choses comme ça qu'on tolère pas de la part des élus et des élus qui sont trop dommages parce qu'en fait, ça ferait de meilleurs élus, quoi. Ok. Donc là, on a parlé de donc 2-3 exemples. Donc les caricatures quand tu étais à la mer, les photos, le tweet de quand tu étais repéré dans un aéroport. Ma question à la base, c'était plus ok, donc tu as déposé plainte par rapport donc À une au partie premier des épisode, faits, ouais, c'est ça. voilà, c'est ça, donc sur les caricatures que ta mère t'a forwardées. Comment est-ce que ça s'est passé? Alors, j'ai pris énormément de temps à le faire parce que, comme d'habitude, tu te dis, c'est pas si important. Est-ce que vraiment ça vaut la peine de mobiliser la justice, etc. Et puis, en même temps, et c'est la discussion que j'ai eue avec la chouette policière, pour le coup, qui m'a accueillie complètement par hasard. Ouais. C'est pas l'expérience de beaucoup de femmes. Ouais, je sais bien. Et là, j'avais une personne qui savait ce que c'était Twitter et les réseaux sociaux, quoi. Donc, j'étais vraiment hyper contente, finalement. Cool. Et en fait... et elle m'a dit, parce que je suis allée en mode, je sais pas ce que je vais faire, mais juste, j'ai besoin de vider mon sac avec quelqu'un qui s'y connaît. Alors, elle m'a bien expliqué que c'est évidemment pas à la police de te dire si tu peux ou pas porter plainte, si ça vaut la peine, parce que c'est pas leur métier. Mais elle dit, par contre, réfléchissez à qu'est-ce que ça vous a fait à vous. Et ça, je crois que c'est un truc que, qu'on soit victime de quoi que ce soit, on doit réfléchir à ça, en fait. Est-ce qu'une ligne rouge a été franchie pour moi? En fait, dans ce cas-là, oui. Et en fait, ça m'a fait quelque chose, ça a modifié mon comportement, ça a un impact sur moi. Et ben donc, du coup, moi, j'estime que j'ai été lésée et je dépose plainte. Et après, la justice fait son boulot, elle décide si c'est... Si la plainte est légitime voilà, ou pas. Bien sûr, mais c'est alors pas... donc tu as écouté le dernier épisode de 70 minutes avec sur le mensonge, y compris les accusations de viol, où apparemment, souvent les policiers se permettent de juger si la plainte est recevable, s'ils doivent l'accepter, enfin, alors que c'est pas du tout leur métier. Non. Et ça, il faut vraiment, à chaque fois qu'on te le demande ou qu'on t'en parle ou que t'entends parler de ça, il faut redire, on a le droit, quoi qu'il nous soit arrivé, de déposer plainte. Après, la justice fait son taf, quoi. Ouais. Et donc, toi, tu es tombé sur apparemment une policière d'exception qui t'a expliqué tout ça, qui t'a trouvé légitime. J'ai pas dû lui expliquer Twitter, j'étais contente. Oui, effectivement, je connais d'autres exemples qui n'ont pas eu tant d'expérience. Et donc ta plainte, comment est-ce qu'elle a évolué? Alors, elle est partie dans les limbes de la justice. C'est ça, dans les tuyaux. Voilà. Et puis, c'est très rigolo, en fait. Au bout d'un moment, le parquet m'a écrit un courrier complètement emblématique, énigmatique que j'ai pas compris. Parce que juste, moi, je jargonne pas judiciaire, donc j'étais là. Ou pour dire qu'en gros, ma plainte, je l'avais publié d'ailleurs sur Twitter, mais ma plainte... j'ai peur de dire les mauvais mots, mais genre, en gros, rejoignait une autre plainte et donc, du coup, il n'y allait pas avoir de suite puisqu'il y avait déjà eu des suites pour l'autre. C'est ça, il y avait redondance, il y avait un duplicata, quoi. En gros, il y a déjà une plainte, c'est bon, on va virer la tienne, on va se focaliser sur l'autre, quoi. Mais sauf que, entre-temps, de la lecture d'une avocate, parce que du coup, je me suis dit, je vais quand même montrer ce document, l'avocate me dit, ah, mais c'est pas forcément un classement sans suite. Et donc, du coup, de me demander, bah tiens, est-ce que ça continue ces histoires-là, est-ce que ça se fait toujours, etc. Est-ce qu'il y a encore des contacts entre vous et cette personne? Et je dis, bah oui, je pense bien. Et je dis, j'ai collecté des trucs. Mais donc, ça veut dire que techniquement, la personne a été auditionnée par la police et que le fait qu'on lui dise qu'en fait, j'avais été lésée par ce qu'il avait fait me concernant, l'a pas découragé à continuer à interagir avec moi de manière hyper désagréable et hyper, récurrente avec moi ou à mon propos. Parce que c'est pas toujours des interactions directes. Et de me dire que à tout moment, quand tu déposes plainte, tu peux rajouter des pièces au dossier. Et donc, j'ai rajouté des pièces au dossier et je me suis dit, bon, bah, allez à Jacques Taès, on verra bien. Ce qu'a dit Myriam, c'est que cette partie-là de rajouter des pièces au dossier, collecter les pièces, etc., en tout cas dans son cas, c'est presque un métier à temps plein parce que tu passes des heures à remonter des trucs horribles que les gens ont écrits sur toi, à les rechercher et tout ça. Mais d'un côté, j'ai déposé la première plainte, donc ce serait dommage de laisser tomber. Oui, et puis c'est un beau rêve de le voir croupir. Donc, En vrai, je crois que... Enfin oui. Je crois que c'est aussi un luxe de pouvoir le faire. Alors, chez Écolo, on a une chance énorme, c'est que pour tout ce qui est cyberviolence, il y a un accompagnement. Et donc, j'ai accès, si j'ai besoin, à une CM qui peut nettoyer mes DM pour pas que je mange mon caca moi-même. J'ai accès à un soutien psy si j'ai envie. Et j'ai accès à un avocat ou une avocate si j'en ai besoin. Nice. C'est la même chose si tu es une élue et que tu subis des agressions sexuelles, par exemple. C'est la même chose. C'est comme ça que je pense qu'on peut mieux protéger des mandataires et des élus pour après permettre à d'autres de s'engager en se disant pas ouais, mais quoi, si j'ai
un collègue qui a un comportement inadéquat avec moi, je vais devoir me vider mon compte en banque pour payer des frais de justice. Non, c'est pas comme ça, quoi. Et c'est intéressant parce qu'en question, je trouve un peu de coupole, c'est la responsabilité des partis sur toutes ces questions-là. Je pense qu'elle est énorme. Et que, par exemple, mal protéger les élus qui subissent des violences, quelles qu'elles soient, ben ça, c'est un critère de découragement, en fait. Et s'il y a plein de meufs qui ont pas envie de se lancer en politique, c'est aussi à cause de ça, quoi. Ou au contraire, moi, j'ai découvert la sororité en politique. C'est un grand concept. Inexistant. Voilà, c'est ça. J'ai pris par ta réponse. Ouais. Ok. Mais attends, donc là, on digresse, on digresse. On va revenir sur l'inexistence de la sororité en politique, qui pourrait être un titre de podcast, mais revenons sur cette plainte. Ouais. Donc, a évolué, n'était apparemment pas classée sans suite. Qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, je sais pas très bien te donner le statut précis. C'est là où on en est, en fait. Ouais, c'est là où on en est. Okay. Ouais, c'est qu'elle est toujours ouverte, puisque je peux reverser des pièces au dossier, etc. Je ne sais pas... en fait, c'est ça qui est très compliqué, c'est que tu as peu d'infos sur la procédure. Et donc, par exemple, je ne sais pas si la personne va être réauditionnée, ou j'imagine qu'elle va être prévenue quand même. Enfin, je sais pas très bien. Et je l'ai dit parce que du coup, tu as le numéro du centre d'aide des victimes, donc tu peux appeler pour demander un peu où ça en est, etc. Et la dame me dit, ah oui, mais ça c'est le parquet, quoi. C'est comme si c'était une espèce de... Mais tu vois, donc il y a zéro transparence. Oui, c'est limite encore plus qu'à la politique, le monde judiciaire, c'est très complexe. Tu feras un autre podcast là-dessus. Oui, et surtout, c'est pas assez financé, puisque ton truc, tu l'as introduite quand, ta plainte? En 2020. Ok, donc ça fait 2 ans et demi, un peu plus, que c'est dans le tuyau, que ça avance pas. Myriam, ça fait 10 ans qu'elle traîne sa plainte. Et je connais des personnes qui ont même porté plainte pour des cas complètement privés, hors de la sphère publique, je veux dire, et qui attendent encore aussi après des dizaines d'années. Donc, en vrai... Ouais. Ok. Donc ça, c'est pour ta plainte. Le dernier commentaire au sujet de ce dossier-là. Tu en as parlé sur Twitter. Comment est-ce que c'était reçu? Je fais attention à ce que j'en dis parce que déjà, j'ai toujours peur qu'on m'attaque pour diffamation. Parce que comme je disais, je suis une qui en droit. Tu donnes pas le nom de la personne. Non, jamais. Ouais. Et j'ai pas envie... Parce qu'aussi, j'ai pas envie de régler ça publiquement. J'aimerais juste que la justice décide, quoi. En tout cas, quand tu as reçu ce retour comme quoi la plainte était... archivé, mais en fait non. Enfin voilà. Quand tu as reçu ce retour-là de la part de la police. Ouais, là j'étais un peu frustrée. Voilà, t'en as pas. tu as montré ta frustration sur les réseaux. Enfin, il y a un principe logique qui m'échappe. Le plus étrange dans tout ça, c'est que la suite de l'histoire, c'est mais non, en fait. Finalement, c'est ouvert. Ouais, c'est ça. Donc super bizarre. Ouais, franchement. Bref. Mais tu en parles sur Twitter. Fais un jour un sujet sur ça, sur le monde judiciaire. C'est hyper opaque. Mais je pense que la réponse que j'aurais à toutes les questions, c'est on n'est pas assez financé. Ah oui, ça devrait aller plus vite, mais on n'est pas assez financé. On devrait faire ça mieux, mais on n'est pas assez financé. Je pense que j'aurais cette réponse-là à toutes les questions. Mais comment ça marche qu'ils reçoivent une plainte? Je comprends même ça, tu vois. Ok, oui. Vraiment je sais pas si tu l'es, tu vois. Ouais, ok, non, ok. Suggestion intéressante. Mais donc, revenons juste donc au fait que tu l'as tweeté. Quelle réaction est-ce que tu as eu face à la frustration que tu affichais vis-à-vis de cette plainte? Mais alors, c'est toujours la même chose, c'est que c'est un peu ce truc de... Bah oui, vous vous victimisez. Et donc ça, c'est... Systématique, ouais. Ah ouais, mais franchement, donc tu souffres d'un truc, parce que c'est ça, tu vois. Et puis après, on te dit, ah ouais, mais t'as tort de souffrir, quoi. Et tu en joues. Je sais pas si t'as écouté l'épisode avec Alex Maudo sur le wokisme et les anti-woke et tout ça. Non. Un des trucs qu'il disait, c'est que les anti-woke, justement, passaient leur temps à se victimiser. Et à dire que les woke... on ne peut plus rien dire. Voilà, c'est ça. Que la gauche est partout, infiltrée dans chaque organe de cet État. Okay. Bref, donc tout le monde t'accuse de te victimiser parce que tu portes plainte pour cyberharcèlement. Voilà. Ok, étrange. Et de gros, en gros, considérer que c'est sans suite, parce qu'apparemment les personnes avaient toutes des diplômes en droit et ont bien compris la finalité du la police a toujours raison, l'institution a toujours raison, tout est parfait. Et puis, surtout, je veux dire, même mon avocate a demandé des compléments d'information au parquet sur ce qui est écrit dans le courrier. Donc, je ne pense pas qu'un gars de Twitter puisse l'interpréter de manière... voilà, tu vois. Et donc, j'étais un peu là, genre... des gens qui sont très biaisés contre toi, je pense. Ouais. Au fond, fine, tu vois. Je veux dire, c'est toujours les mêmes gens qui... Voilà. Ok. Bon, mais en fait, je te posais la question parce qu'il me semble que des personnes du monde politique ont réagi aussi. Oui.
Alors ça, c'est vrai que j'avais oublié. Je suis là pour te le rappeler. Merci. C'est vrai que c'est un peu le mood actuel. C'est que des mandataires mettent leur petit like ou leur petit retweet sur des choses qui concernent parfois des cas qui sont portés en justice, etc. Je veux dire, moi, voir des personnes qui accusent certaines personnes que je côtoie d'islamisme, etc. et voir qu'il y a des présidents de parti ou des députés qui like et qui retweetent, je suis là, oh waouh. Alors, mais surtout, il faut imaginer, il y a beaucoup de gens jeunes qui se font cibler par ça. Alors, beaucoup de femmes en général, mais aussi des personnes racisées qui subissent ça. Moi, si à 24 ans, je commence à me faire avoir des tweets qui parlent de moi comme étant un islamiste, qui sont likés par un président de parti, franchement, je pleure, quoi. Enfin, tu vois, c'est chaud, quoi. Ouais. Et donc, c'est vraiment compliqué, je trouve, parce que quand t'es un élu, donc mais on t'embête à te dire, tu peux pas prendre l'avion, tu dois trier tes déchets et faire tout de manière exemplaire, tu peux pas boire, surtout pas faire une vidéo où tu danses, parce que ça, c'est vraiment à la débauche. Mais par contre, c'est ok d'aller liker des agresseurs, d'aller liker des propos racistes. Je veux dire, retweeter des gens de l'extrême droite française. Enfin, c'est un truc... Mais ça, c'est récent. Bon... On parle de Georges Boucher, pour être clair. Mais le problème, c'est qu'il est même pas seul à faire ça, quoi. En fait, dans ces mandataires, des gens vraiment conservateurs qui... Je sais pas si c'est par méconnaissance des outils. Parfois, je me dis, peut-être ils comprennent pas, tu vois. Et... C'est ça. Peut-être qu'ils pensent que c'est privé. Ils ont glissé. C'est un DM. Mais ça, moi, je trouve ça compliqué. Parce que pour le coup, autant je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'exemplarité à avoir en politique au sens surhomme, tout ça. Autant sur le fait de juste respecter... Enfin, de la même manière où je n'irai pas faire des excès de vitesse, je ne vais pas commencer à encourager des gens qui ont des propos racistes, quoi, tu vois. Donc, alors, tu vois... Ce qui m'a frappé dans ce que tu disais juste avant, c'est quand les gens t'accusent de te victimiser, tout ça, ta réaction, c'est « Oui, ça, à la limite, fine ». Pour te citer. Ça, tu retiens tout, quoi. Tu l'as dit il y a 5 secondes. Ça va. Mais effectivement, je retiens tout. Et donc... Concrètement, est-ce que tu t'es fait une carapace ? Est-ce que t'es insensibilisé à ce genre d'attaque super violente ou pas ? C'est trop drôle. Je peux raconter une anecdote, mais c'est hyper personnel. Je sais pas si tu verras si... Tu fais absolument ce que tu veux. Si tu la gardes. Je vois une psy, comme beaucoup de personnes de mon âge. Voilà. Et parce que je trouve que la santé mentale, c'est important. Et on a fait toute une séquence, parce que j'ai perdu un membre de ma famille assez proche, ça a été assez difficile, j'ai vécu aussi une rupture, enfin bon, j'avais plein de trucs à gérer. Mais c'est marrant parce que moi, dans ma liste des points que j'amenais, il n'y avait absolument pas de trucs liés au boulot, à mon mandat politique, etc. C'est elle qui t'en a parlé ? Et c'est elle qui m'en a parlé et qui m'a dit « Madame, à quel moment vous allez aborder les cyber... » Et j'étais là « Ah ouais, il y a ce petit truc-là. » Mais elle me dit « Mais vous vous rendez compte que c'est important et que c'est violent, en fait ?» Et donc, c'est quand même bizarre que ce soit la psy qui décide ce qui est important pour toi. Non, oui, mais elle attire mon attention sur l'existence de ces faits-là en mode, mais pourquoi vous l'avez pas amené ici, quoi. Elle m'interroge. Et en fait, je crois que j'ai, pour ma survie personnelle, opéré une distinction très forte entre le privé, donc un deuil, une rupture, tout ça, et le travail, le professionnel, mon mandat. Je pense que beaucoup de politiciens font ça. Je pense que beaucoup de gens, quand ils donnent des réponses à des interviews, réfléchissent à comment est-ce que je dois apparaître, comment ça, et finalement répondre par rapport à leurs sentiments profonds, etc. C'est quelque chose qu'ils calculent même plus. Ils répondent par rapport à la façon dont ils veulent apparaître. Ils et elles veulent apparaître. Mais c'est fou parce qu'en fait, rien n'est déconnecté, tu vois. Je veux dire. Oui, c'est artificiel. Hein. Oui, et puis il y a des trucs de mon privé qui sont importants pour moi et qui du coup pèsent dans mon professionnel et inversement. Et la raison pour laquelle, je sais pas, moi, je suis mobilisée sur une question comme l'endométriose, c'est parce que j'ai dans mes proches des gens qui sont atteints. La raison pour laquelle, justement, les questions de santé mentale, je trouve ça important, c'est parce que aussi j'ai des proches qui ont eu des graves dépressions et tout. Oui, la raison pour laquelle tu as travaillé sur l'IT, c'est parce que tu... Voilà, oui. Et donc, mais ça, c'est ça que je trouve ça dommage, c'est que parfois, à cause de tous ces codes, ce costume, ce rond, en fait, dont je parlais au début, tu perds aussi de la spécificité des gens qui se sentent obligés de rentrer dans le moule, du coup, de se conformer. Enfin, et du coup, je trouve que c'est nul parce que ça perd en représentativité, tout simplement. Et qu'au final, ton Parlement, si tu laisses faire les choses naturellement, que t'enlèves les quotas, que t'enlèves toute l'énergie qu'on met à essayer de diversifier les parlements, tu vas te retrouver avec des parlements où tout le monde se ressemble, tout le monde a les mêmes dadas, tout le monde a les mêmes préoccupations. Et tu vois, et des fois, c'est grave parce que...
enfin moi ça me fait assez sourire, mais par exemple pour interpeller dans le Parlement, etc. On utilise souvent les sorties presse, quoi. Tu vois, donc t'épluches la revue de presse le matin, tu vois un sujet, ça, je vais en parler dans le Parlement. Et je me suis déjà dit, c'est dommage de pas plus prendre le temps, tu vois, de chercher des nouveaux thèmes, des choses qui n'ont pas été traitées par les médias, d'amener vraiment des nouvelles questions. Les médias sont un filtre, et si les médias refusent de parler d'endométriose, on parlera pas d'endométriose. Voilà, tu vois. Et donc, moi, souvent, j'ai eu ce cas de me ramener au Parlement avec des sujets où les gens étaient là, genre, oh waouh, ça sort d'où ce truc? Et t'es là, si, parce qu'en fait. 70 minutes avec. Voilà. Mais du coup, c'est ça qui moi, m'a toujours. Et je trouve ça, enfin, tu vois, en fait, si tu laisses faire les choses, parce qu'on dit toujours que laisser faire tout ça, ça ira bien. En fait, si tu laisses faire les choses, ça stéréotype trop, et le monde politique est tellement, tous ces codes dont on parlait au début, mais tellement codifiés d'une certaine manière que le moule te rattrape, quoi. Ok. Mais donc là, tu as répondu très très loin de ma question, même si c'était très intéressant. Ouais, je te parlais à la base de est-ce que tu t'es fait une carapace? Donc tu m'as parlé de ta psy. Ouais, et du coup, c'est ça en fait. La carapace, c'est aussi se conformer en fait, tout simplement. Et oui, c'est ça. C'est une décorporalisation presque. Tu oublies. Ouais, c'est ça. Ok. Et un peu, tu te détaches de ce que t'es quitté, machin, pour à certains moments avoir la paix en fait, un peu. Donc je vais reformuler ma question. Est-ce que tu as quitté cette démarche de séparer la femme de l'artiste. Oui. De séparer la professionnelle de la Margot de tous les jours. Est-ce que tu as quitté cette démarche-là ou est-ce que tu le fais toujours? Donc c'est un truc qui est venu. Donc au début pas du tout, et puis de plus en plus. Je pense que ça s'accentue par moments de stress, machin. Donc ça peut revenir, mais t'essayes de le minimiser. Mais par contre, ce que je pense qui est très important, c'est à un moment donné de revenir aux fondamentaux. Par exemple, je pense que je suis... Et je sais pas, à chaque fois que je formule ça, j'ai envie de le jurer sur la tête de mes chats ou un truc comme ça pour que ça passe bien. Mais je ne me projette pas à long terme en politique. Je suis pas en train de faire des calculs, en train de me dire, je vais emménager à tel endroit, comme ça, je vais être mise sur la liste de... Vraiment, je m'en tape, je te le jure, dans les yeux, je m'en tape. Et du coup, ça, c'est un bon truc parce que je pense que si j'allais trop loin dans le professionnel d'un côté, je commencerais à me dire, tiens, mais du coup... Moi, ça m'a toujours... Je juge pas les personnes qui le font parce que le système est ainsi fait, mais les personnes qui déménagent pour des raisons électorales, j'ai jamais compris quoi. On va revenir après sur le futur de ta carrière politique et de comment tu perçois les choses. Mais donc, juste pour revenir sur la séparation entre Margot et l'artiste. Ouais. J'aime bien parce que moi, je digresse beaucoup, mais toi, tu fais ça aussi. Donc, du coup, est-ce que tu... Ouais, en fait, t'as répondu. Tu disais, tu le fais... Tu essayes de plus trop le faire, mais parfois ça peut revenir. Mais pour ne pas justement me faire influencer dans ma vie privée par des trucs publics, quoi. Par exemple, quand tu te prends des insultes, c'était quoi encore? C'était tu te victimises, machin. Ouais. Là, ça revient. Ouais, beaucoup plus fort. Et aussi dans des moments où t'es pas... Enfin, par exemple... je fais une interview pendant les vacances sur un sujet, je sais même plus ce que c'était le sujet. C'était mon portrait dans l'Écho, un peu portrait, etc., mi-mandat, justement mon regard sur l'institution, tout ça. Et à un moment donné, évidemment, le journaliste est venu sur les sujets, ce que j'appelle les sujets peau de banane, quoi. Je suis une écolo, donc on me demande quoi? Le foulard, l'abattage rituel, la laïcité de l'État, tout ça. Donc j'ai répondu ce que je pensais être juste. Et puis évidemment, un passage où je dis... une phrase qui est recoupée, malheureuse, machin, qui fait la une de 7 sur 7 et qui du coup me vaut un torrent de boue en plein milieu de l'été. Là, par exemple, tu vois, j'étais pas prête. J'étais juste avant d'aller dans un voyage un peu pèlerinage avec ma maman suite au décès de mon père, etc. Et j'avais pas du tout de barrière. Et donc là, j'ai pris toute face. Je crois que j'ai passé 24 heures dans mon lit. J'étais là. En fait, ça me donne un peu envie de ne plus jamais parler à personne, cette histoire. Mais donc, ça dépend, quoi. Il y a des fois où, quand c'est dans le feu de l'action, etc., ça va. Et puis, il y a des fois où ça te prend un peu comme ça. Et il y a aussi des fois où, et là, c'est comment la politique a pu me changer par rapport à cette carapace, ou des fois où je me dis qu'en fait, la seule manière, et c'est vraiment dommage, la seule manière de peser dans le débat, à certains moments, c'est de prendre les codes des dominants pour être confrontante, pour être super trash, alors que c'est pas du tout dans ma nature quand tu me connais, quoi. Allez... Tu l'as déjà fait pour interpeller Georges-Louis Boucher, il me semble. Plein de fois, ouais. Okay. Et ça me ressent pas du tout. Donc c'est juste une manière de monter sur le ring de boxe parce qu'il veut faire ça sur le ring de boxe. Tu veux faire quoi à un moment? Mais pardon, je parle comme si je venais de Molenbeek quand je fais ça. Je me suis emballée. Non, mais tu vois. Donc l'idée, c'est de pas te laisser faire et de réagir. Et c'est la seule façon dont la réaction pourra fonctionner. Disons que j'essaie de changer les codes et de faire les choses différemment, d'être plus dans la concertation, travailler avec des collègues, même parfois de l'opposition, des gens avec qui je suis pas d'accord à la base, etc. Mais sur certains cas où vraiment je me dis, en fait, il faut que quelqu'un lui
donne une autre vision du monde que celle qu'il est en train de donner, bah là, je suis obligée de reprendre les codes en place, quoi. Tu vois? Ok, donc tu montes sur le ring, mais... Je sais pas si je suis très forte à ça. En plus. Oui, mais j'allais faire une analogie foireuse. Mais en tout cas, c'est intéressant parce que ça veut dire que à certains moments, tu te protèges avec ta carapace pour essayer de te protéger de toute une série de violences, mais à la fois, à certains moments, parce que les codes, tu sais pas tous les changer, t'es obligé de t'exposer. Et donc là, après, tu te mets en boule et t'attends, tu te mets en position... je mime en même temps pour ceux qui ne feront qu'écouter. Mais tu te mets en position de défense comme à la boxe et tu te protèges, quoi. Et c'est comme ça. Et c'est vraiment nul, parce que j'aimerais même pas essayer de faire ça. Oui, je comprends. Ça me fatigue. Je déteste ça aussi, la confrontation. À chaque fois, ça me met par terre. Enfin, je sais pas, c'est pas mon style. Revenons donc sur ta brillante future carrière politique qui va durer encore 20 ans. Est-ce que tu vas te représenter aux élections? J'ai pas encore décidé. Tu mets une deadline pour ça ou alors déjà, tu repousses toujours plus tard? Est-ce que tu fais comme moi? Ouais, sûrement. Ça dépend pas que de moi, parce qu'il faut juste, pour les personnes qui écoutent, la formation des listes dans les partis, tout le monde a sa recette. Certains, c'est des comités des sages. Chez nous, c'est les membres qui décident. Donc, il faut quand même que les membres écolos aient envie que je le fasse pour que je puisse juste prétendre à le faire. Ce qui n'est pas sûr, parce que, a priori, j'ai pas sondé de gens. Il y a plein de gens talentueux, etc. Tu pourrais leur poser la question. Faut que je passe beaucoup de coups de fil et c'est un peu long. Voilà. Pas très intéressant, en tout cas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ça va dépendre de à quel point j'ai le sentiment d'avoir fait bouger les choses, parce que ça demande beaucoup d'énergie. Je crois que le fait que je parle de plus en plus fort durant l'interview montre qu'il y a de l'énergie qui se dégage. Tu parlais fort dès le début. J'ai menti. Donc, ça demande quand même vachement d'énergie. Et à un moment donné, je crois que c'est bien aussi qu'il y ait des gens plus fraîches et... tu vois? Oh, ok. Donc, tu te dis... Ça pourrait être une autre encore plus fraîche. Margot okay. Ou une Mariam ou une Louisa, j'en sais rien, mais une autre meuf qui pourrait me remplacer. Moi, du moment qu'on continue à avoir des parlements où on voit qu'il y a un rajeunissement, où on voit qu'il y a de plus en plus de femmes, qu'il y a aussi, ce que je ne suis pas, mais des gens de la diversité, etc., je trouve que c'est intéressant, quoi. Et qu'elle soit féministe. J'ai oublié de le dire, mais en fait, c'est peut-être le numéro 1. Okay. Je ne me laisserai remplacer que par une féministe. Ok, donc tu n'es pas sûr et ça dépend... Finalement, tu évites de trop te poser la question en te disant, de toute façon, c'est pas moi qui choisis si je suis bien placé sur la liste ou pas. Ouais, je me réfléchis clairement derrière ça. Et aussi parce que je trouve ça important de garder en tête qu'on n'est pas irremplaçable. Il y a des exemples de pays dans le monde où, par exemple, il y a des premiers ministres qui partent en congé mat assez longtemps et où, en fait, c'est des équipes qui les remplacent. Enfin, je veux dire, il faut arrêter ce mythe de l'homme politique ou de la femme politique... Danser la carrière, et qui sait tout. Enfin, je veux dire, tu bosses jamais tout seul. Moi, les personnes avec qui je travaille, bon, c'est toutes des femmes, mais les collaboratrices que j'ai, d'office, elles peuvent prendre le relais sur mes dossiers. Elles savent tout, en vrai. Hein. Elles ont juste pas le droit de monter à la tribune pour parler, mais... Et donc, je crois que vraiment, il faut aussi travailler là-dessus. C'est quelque chose que Écolo porte un peu dans son ADN, le renouvellement. Ouais. Je peux... Vas-y, challenge, je dois venir. Bah oui. Jean-Marc Nollet, pourquoi est-ce qu'il est toujours là? Ah, c'est pas ce que je pensais que t'allais dire. Parce que, encore une fois, des membres ont décidé que c'était OK. Et donc, c'est la même chose. On a une autre députée ici qui dans le groupe, a cumulé une fois trop, entre guillemets, mais parce que, comme il y avait un gros renouveau dans le groupe et qu'on était 14 nouveaux mandataires quasiment, enfin, 12, je crois. Ouais, trop de renouveau. Voilà. Okay. Mais, donc, non, je pensais que t'allais me coincer sur, du coup, vous êtes un parti où les gens font jamais de voix. Parce que c'est vrai que comme on a ce truc de décumul, etc. Oui, ce que me disait Gilles Van Den Burg, c'est que limite, il voudrait faire des affiches, non pas avec des têtes de personnalités politiques, mais avec des sujets, genre, on fait une affiche sur la mobilité, on fait une affiche sur le climat, et pas avec la tête de Margot. Ouais, et en fait, en vrai, c'est un vrai problème, parce que dans le système électoral actuel, tu votes pour des gens. Et donc, tu peux aussi voter pour des listes, mais c'est beaucoup plus rare, quoi. Ouais. Et toute la culture des partis, enfin, bon... J'ai pas des oreilles dans tous les partis, mais je sais que une personne qui fait pas de voix, on va la mettre une fois en haut de la liste, et puis, enfin, dans les 10 premiers, et puis si elle fait pas de voix, ciao, bonsoir. Et donc, c'est pour ça. C'est légitime en même temps. Oui, et donc, c'est pour ça que ça fait un lien avec une question qu'on a vite abordée, effleurée au tout début, mais de quelle est finalement la solidarité entre les élus jeunes, les élus femmes, etc. C'est qu'en fait, il y a une telle culture concurrentielle à l'intérieur des partis. On va en parler, oui. Que waouh, quoi, c'est un truc de fou parce qu'en fait, Donc on va revenir sur cette compétitivité, cette agressivité, cette absence de sororité dans un instant. Donc on a parlé de la question de ton renouvellement politique.
Tu étais avant community manager. Tu as évolué vers le statut de député. À quel moment est-ce que ça t'intéressait de te présenter et pourquoi? La version honnête, c'est en ayant bu beaucoup de vin vendredi soir, le jour de la deadline. Je ne m'attendais pas à cette réponse. Non. Ok, vas-y. Donc, j'étais avec des copines de chez Écolo et la deadline, c'était vendredi minuit. Mm-hmm. Et elles m'ont dit, allez, mais meuf, fais une petite candidature. T'as une chouette expérience de start-up. T'es plutôt quelqu'un qui est à l'écoute des autres. T'es plutôt... à l'aise dans les débats, genre en mode pour concilier les points de vue, etc. C'est pour toi, quoi. Et j'étais là, ouais, mais moi, je suis... Alors, il faut savoir que dans les partis, t'as le personnel politique, qu'on voit pas, les backstage, et puis t'as les gens visibles, les élus, les mandataires, etc. Moi, j'ai toujours été dans les coulisses, en fait. Et donc, du coup, c'est rare de s'attendre à ce qu'une personne passe... Oui, et on y revient à ce qu'on disait au tout début, c'est-à-dire qu'on part du principe que les politiciens et les politiciennes évoluent sur un plan complètement différent de nous, on ne peut pas les toucher, on ne peut pas les atteindre, ils sont différents. Ils ont fait Sciences Po. Ils ne sont pas faits du même carbone que nous. Voilà. Et donc, je pense que moi, j'avais pas du tout ça dans mon schéma mental. Aussi parce qu'en termes d'éducation, moi, je suis la seule de ma famille à avoir fait du NIF. Enfin, c'est pas du tout... je pense pas que j'ai eu un background très privilégié d'un point de vue socio-économique. Du coup, carrière politique, tu te dis, c'est un truc de nanti. Et du coup, j'ai vraiment décidé ça sur un coup de tête. Je me suis dit, tu sais quoi, en vrai, écrire une page sur mon parcours, ça va me prendre pas longtemps. Je vais l'envoyer, on verra bien. Et puis... je sais pas à quel point, si je peux en parler en vrai. Après, tu passes devant un comité de liste qui est fait de représentants et de représentantes de toutes les composantes du parti. Et puis après, tu passes devant l'Assemblée générale, quoi. Et alors, c'est très rigolo parce que, pour l'anecdote, il y a plein de gens qui savaient pas du tout qui j'étais, en fait. Et dont des gens qui habitaient la même commune que moi. Or, pour la politique, c'est très important l'ancrage local. Et du coup, c'était un peu violent quand même, tu vois, parce qu'ils étaient là, qui, machin. Okay. Et puis, je sais pas si c'est ma présentation, ce que j'ai raconté, ou peut-être aussi dans l'informel, parce que forcément, c'est une assemblée générale, donc il y a tout le monde qui est là. Finalement, ma candidature est passée avec celle des autres de la liste, mais donc il n'y a pas eu de focus sur moi en mode on ne veut pas celle-là. Et donc, c'était complètement... parce que je pense que ça a duré 2-3 mois en tout, entre le vendredi soir avec du vin et le moment où vraiment j'étais actée en étant sur la liste. Et j'ai vraiment je me suis dit, punaise, en fait, en 3 mois, ma vie a changé, quoi, tu vois. Sur un coup de tête, quoi. Ouais, sur un coup de tête. Et, tu vois, j'ai encore du stress à en parler. Et ça m'a stressé de ouf. Je me suis dit, qu'est-ce que t'as fait Et t'étais relativement bien placée sur les listes bruxelloises, donc t'étais en 16e position. Ouais, place de combat qu'on appelle ça. Ok, donc, oui, c'est pas gagné d'avance, mais... Non, mais en fait, avec c'était au moment où on parlait de la vague verte. Oui, voilà. Et puis qu'avec, tu sais, il y en a toujours un ou deux qui part ministre ou secrétaire d'État. On a eu Raja qui est devenu coprésident, donc ça a fait monter ça a fait monter quelques personnes. Parce que oui, et ça, c'est une des critiques qu'on me dit tout le temps, je suis non élue. Est-ce que tu as été cooptée par le... C'est un truc de fou. Alors, par hasard, je la connais, et par hasard, c'est une de mes potes de chez Écolo, enfin une des personnes avec qui je m'entends bien de chez Écolo, et donc du coup on suppute que mais c'était un calcul. Franchement, si on était capable de faire des estimations et des trucs comme ça, on serait au summum. Donc juste pour clarifier ça à quoi tu réponds, c'est une accusation récurrente de, comme tu l'as dit, tu n'as pas vraiment été élu, tu étais coopté, bon, alors que ou suppléante d'autres politiciens dans d'autres camps qui n'ont pas tout à fait, qui n'ont vraiment pas été élus pour le coup, mais qui sont devenus sénateurs cooptés. Toi, c'est pas ton cas. Non. J'ai eu un nombre de voix qui m'ont permis d'arriver. C'est ça. Et je crois même... Attends, est-ce que je dis une bêtise? Les personnes qui étaient en dessous de toi dans la liste ont été élues ou pas? Non. Voilà, donc tu es la dernière de la liste. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc ça s'est joué à pas grand-chose. Voilà, c'est pour ça qu'on dit une place de combat, quoi. C'est ça. Où je sais que si Écolo se plante aux élections la fois prochaine et que je suis au même endroit, je serai pas élue, mais... C'est ça. Fine. La sororité en politique. Quand tu interagis avec des politiciennes d'autres camps, par exemple PS, Défi, MR, etc. Ouais. Est-ce que tu perçois des interactions amicales, correctes, cordiales? Est-ce que tu as l'impression qu'il y a une concurrence? Comment ça se passe? Alors, je vais peut-être distinguer deux... À gauche et à droite? Non, mais deux situations différentes. Okay. D'abord, le fait que, comme je l'ai dit, je suis présidente du groupe de travail sur l'égalité, de la commission égalité. Et donc, ça veut dire que c'est moi qui suis chargée vraiment d'organiser les moments de rencontre de tous les députés de tous les partis sur la question de l'égalité. Et donc, on est une quinzaine. Et quand j'ai ce rôle-là,
c'est assez co-construit parce que c'est important et on l'a mis dans l'ADN de notre groupe de travail à la base. On a envie de travailler tous ensemble, en fait. Il y a un homme, mais je mets quand même tout. Ouais. Pardon, j'ai dit fuck. Et donc, on a envie de travailler tous ensemble et d'être assez dans une démarche de co-construction, etc. Rigolo, parce qu'on est la seule commission à fonctionner de cette manière-là. Mais bref. Et donc, par exemple, même si tu es une députée de l'opposition, tu peux très bien déposer un texte et on essaye de collaborer dessus. Alors, c'est pas absolu, c'est-à-dire que ça arrive que ce soit pas le cas, parce qu'il y a des jeux politiques qui, moi, me dépassent, mais voilà. Et où, du coup, parfois, on travaille pas ensemble. Mais donc, on essaye de le faire, ou en tout cas, c'était la volonté. Et donc là, ça se passe bien. En général, tout le monde contribue, parce que c'est... sous le feu des projecteurs quelque part, parce que les travaux sont publics. Ok, ouais. Donc là, tu parles vraiment dans un niveau de collaboration professionnelle. Voilà, c'est ça. Bon, quand les caméras sont éteintes. Par contre, je distingue en effet avec les coulisses un petit peu, où je me suis rendu compte, là où moi, dans mes anciens rôles dans la société, mes anciens jobs, mais tout ce dans quoi j'ai été investie, il y avait quand même toujours un peu de solidarité, de sororité, de soutien mutuel, etc. Là où le monde politique, et je dis le monde politique au sens large, que ce soit les experts et experts des partis, tout le monde, il y a vraiment un truc de le parti avant tout. Et donc, quitte à mauvaise foi, quitte à violence, quitte à, tu vois, c'est comme si à un moment donné, tout le monde se retranche derrière son parti, quoi. Pour être du coup désagréable, pour faire des coups pas chouettes, pour chourer un créneau média, pour s'arranger alors que tu as travaillé à plusieurs sur un sujet, mais pour avoir un article de presse à ton nom ou ce genre de trucs, quoi. Oui, il y a plusieurs choses dans ce que tu as dit, mais sur ce dernier point en particulier, donc l'idée qu'on essaye de, même si on est plusieurs à signer un texte de plusieurs partis différents et qu'on fait une mini-coalition sur un sujet, il y a des signatures qui sont là juste pour pouvoir apparaître sur la RTBF ou pouvoir en parler, pour dire oui, j'ai signé un texte. Ouais, voilà. Donc, en fait, t'as juste signé un texte, t'as juste mis ta signature. Oui, et ça, des fois, je trouve ça... Allez, bon, moi, j'ai eu un cas presque rigolo. J'ai un de mes textes parlementaires sur l'endométriose qui a été copié-collé par un groupe politique dans un autre parlement en Wallonie. Ils ont pris mon texte, ils ont fait sélectionner tout, copier. Ouais, je fais langage IT en plus. Vite fait. Ça va, hein. Ça va. Donc, ils ont sélectionné tout mon texte, ils l'ont copié, ils l'ont collé dans un document, ils l'ont déposé en enlevant forcément ma signature et celle de mes collègues et en mettant les leurs, quoi. Moi, je comprends pas. C'est des règles. Est-ce que tu as le droit de porter plainte pour plagiat ou est-ce que... Franchement, je me suis posé la question, puis je me suis dit, c'est quoi, ça passera mal. Mais... Ouais. Et puis voilà, au fond, je comprends. Mais tu vois, pour te dire à quel point cette concurrence, elle est waouh sur un sujet endométriose, c'est un sujet féministe pour moi, tu vois. Ouais. C'était signé par des meufs de l'autre côté. Soyons clairs, c'était quel parti? Ils ont changé de nom récemment. Les engagés, ok. Mais les personnes sont pas. Enfin, c'est parce que tu parlais de compétition, en fait. Ouais. Bon, c'est vrai qu'ils ont viré ton nom. Tu pourrais malgré tout être flatté. Ouais, je me dis que mon texte était bien. Voilà, ouais. Je veux dire, quel est l'aspect compétitif là-dedans? Mais c'est d'être les premiers à déposer un texte sur ce sujet-là dans ce Parlement. Pour pouvoir apparaître dans les médias, pour pouvoir prendre les projecteurs, etc. Et ça, c'est très compliqué parce que moi, j'essaye en tout cas de toujours me redire, OK, sur tel sujet, il serait utile de faire évoluer les choses comme ça, un texte de loi ou quelque chose. Est-ce que je vais y arriver tout de suite? Je sais pas. Est-ce que je vais y arriver moi-même? Pas toujours. Des fois, tu dois négocier. Des fois, tu te retrouves avec... nous, on veut bien co-signer, mais seulement si on est primo-signataire, donc si on apparaît en premier. Et au final, je me suis dit, en fait, à moi-même, tu n'es pas là pour longtemps. C'est pas marquer l'histoire ou avoir ton nom sur des trucs, c'est pas un truc qui est important pour moi. Du coup, en fait, au final, tant pis du moment que ça avance, et fine. Ouais, ok, tu veux ton nom, tu veux ton interview. Ouais. Malgré tout, est-ce que t'as essayé de l'avoir au téléphone, lui demander what the fuck? Non, mais je vais laisser faire ça à d'autres personnes. Parce que tu pourrais te poser la question, dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ouais, moi, l'explication, je pense que c'est une conseillère ou un conseiller qui a fait un excès de zèle. C'est peut-être pas la députée. Ouais. Mais tu vois, par exemple, la même chose, on a des conseillères chez nous qui nous racontent qu'elles se font fortement interpeller sur les réseaux sociaux par des conseillères d'autres partis qui sont pourtant normalement hyper féministes, mais qui vont les dégommer juste pour montrer qu'écolo est vraiment nul sur tel sujet. Et des fois, je suis là, oh waouh. Tu parles du PTB, là? Non, même pas forcément. On a eu le cas avec des filles, on a eu le cas avec le CDH encore. Enfin, franchement, c'est assez... Et j'imagine qu'on le fait nous quelque part. J'ai aucune idée. Moi, je suis pas mentionné dans cette étude-là, donc je sais pas. Mais ce que je veux dire, c'est il y a dans certains partis, mais donc tu as l'air de dire que c'est quand même assez courant. Assez courant, ouais. Vraiment une culture du
du clash et du combat sur les réseaux sociaux. Et c'est parfois assumé au niveau de la stratégie de certains partis il faut qu'on soit agressif sur les réseaux sociaux, il faut que nos militants tombent sur les militants des autres partis, tout ça. Ouais, et moi je trouve que c'est... alors j'ai beaucoup travaillé sur... donc au-delà d'avoir été CM, j'ai aussi travaillé sur des questions de communication politique sur les réseaux sociaux. Et franchement, c'est super trash de se rendre compte qu'en fait les contenus les plus virulents, les plus offensifs sont ceux qui percolent le plus sur les plateformes pour des raisons algorithmiques que tu pourras développer dans un autre épisode. Mais qu'en fait, par exemple, moi, à la base, quand j'allais former chez Écolo pour les réseaux sociaux, parce que je formais un peu les militants, les élus, etc., on partait toujours d'un mantra, c'était espoir et solution, quoi. Présenter de l'espoir et des solutions aux gens, arrêter de leur faire peur, arrêter de leur... Mais en fait, c'est chiant parce que les codes des réseaux sociaux, ça fonctionne pas comme ça, quoi. Et donc, si en sortant d'ici, je publie je suis pour la paix dans le monde, il va rien se passer. Alors que si je dis machin et un connard, là, ça va. Il vaut mieux publier une vidéo au Parlement sous-titrée où tu craches sur les autres partis et où t'expliques que toi t'es meilleur. Et tout ça, voilà. Et ça pollue aussi super fort le débat parce qu'en plus, la presse, et ça c'est une boucle, tu vois, les médias ils s'intéressent à quoi? Aussi à ce type de contenu un peu qui clash, etc. Et donc c'est tout le temps de l'alimentation. Enfin, tu vois, ça s'auto-alimente vers un truc. Je sais pas aujourd'hui comment on peut. Et certains présidents de parti l'ont bien compris. Voilà, exactement. Et des gens crédibles. Enfin, je veux dire, des gens qui ont un poids, comme on dit. Et donc du coup, je sais pas comment on sort de là, quoi. À un moment donné, c'est une énigme, même intellectuellement, tu vois. Je sais pas. Autre chose à rajouter au niveau de l'absence de sororité. Est-ce que tu as été déçu par le comportement de certaines tu te serais attendu à du soutien et en fait non? Ben oui, je pense que du coup, comme je pense que je suis à côté de la plaque en termes de code, je m'étais là genre, mais on est copines. Et puis en fait, non, pas trop. En fait, non. Ok, donc t'as voulu aller boire un verre avec des gens députés, et puis j'ai compris elles t'ont mis un vent, elles sont pas venues. Non, mais j'ai compris de fil en aiguille qu'en fait c'était pas. Et c'est pas bizarre. Possible, quoi. Mais c'est trop bizarre parce que. Dommage. Ouais. Parce qu'en général, t'as quand même. Enfin, je veux dire. Je n'irai pas boire des verres avec des gens du Balance de Line et de la NVA, mais il y a une série de gens avec qui on a quand même un socle de valeurs assez partagé, quoi. Des gens avec qui vous faites des coalitions, par exemple. Voilà, par exemple. Et même des fois dans l'opposition, des gens chouettes, quoi, tu vois, qui ont des bonnes idées. Mais du coup, moi, je pense que ça participe aussi un peu de la toxicité du monde politique, si on peut le dire de manière aussi trash. Oui. C'est ça, quoi. C'est que, on porte un maillot et on reste entre nous et on... Ouais. En même temps, c'est un système de représentation qui a été inventé il y a je sais pas combien de millénaires, enfin, ou au moins de centenaires, et qui se base surtout sur la notoriété des gens. Mais alors, du coup, la notoriété, enfin, moi, je pense pas que ça apporte... Par exemple, au niveau local, on essaie des trucs. Alors, bon, c'est toujours les gadgets des écolos, et donc c'est très vite caricaturé, mais des trucs genre des élections sans candidat, tu vois, où c'est ton groupe local qui va décider qui va être échevin ou qui va être échevine parmi un pool de militants et de militantes qui sont assez engagés. Et du coup, c'est un consensus. Mais alors, du coup, ça pousse parfois des personnes qui sont pas du tout... qui n'ont pas assez confiance en elles pour candidater à être désignées. Et à la fois, ça te permet d'avoir un truc qui fait assez consensus. Mais bon, ça implique qu'on regarde moins le nombre de voix que font les gens et plus leurs idées, leurs motivations. Ok, on arrive au bout des 70 minutes. J'ai l'impression qu'on a commencé... Mais oui, j'ai l'impression qu'on a commencé il y a 10 minutes. Et en fait, il fait toujours clair. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres points que tu aimerais aborder avant qu'on se quitte? Ou est-ce qu'on a un peu tout dit? Peut-être dire que c'est pas un truc... ça va être trop bisounours. Tu vas me demander d'autres trucs après, je crois. Mais peut-être de dire qu'on gagnerait à... réformer super fort et radicalement nos institutions. Il y a une super analyse qui est faite dans un de tes concurrents, une de tes concurrentes en podcast, qui fait la différence entre une réunion féministe et une réunion de parlement. Et qui... La poudre, Lorraine Bastide? Non, c'est l'homme politique. Moi, j'en fais du compost. Elle a été invitée dans Cœur sur la table, je pense. Okay. Et elle parle de ça, mais bref. Et c'est fou parce que... On n'est pas concurrents, on est tous amis. C'est vrai. Mais c'est fou de se dire que, en fait, si tu compares une réunion féministe avec un débat de parlement, c'est des codes qui sont opposés, quoi. Je veux dire, dans une réunion de parlement, tout le monde est obligé de prendre la parole tour à tour, parce que tous les partis doivent s'exprimer. Il y a un temps imparti qu'en général, on remplit. On a tendance à commencer toutes les interventions par « je ne vais pas être long » et répéter ce que les autres ont dit, mais en fait, on ne fait que ça. Alors qu'une réunion féministe, on parle beaucoup moins, c'est focus, machin.
Et donc, je pense qu'il y a vraiment de quoi changer, mais vraiment repenser complètement la manière qu'ont les institutions de fonctionner, parlementaires, et que c'est le seul moyen pour arriver à faire émerger des nouvelles personnes dans le paysage politique. Des nouvelles personnes, j'entends beaucoup de nouvelles personnes qui vont se renouveler, qui vont changer, etc. Parce que je crois que sinon, des gens comme moi, on va pas rester, quoi. On va se casser, on va se dire, mais en fait, quel monde de fou, quoi. Est-ce que tu as envie de te casser et de dire quel monde de fou? Parfois, ouais. Ah ouais? Ouais. Mais... On en a parlé. Mais... Ouais, mais parce que c'est pas... parce que tu te dis à un moment donné... Ok. Est-ce que ça change vraiment, tu vois? Bon, je sais pas si je veux dire que c'est bisounours, parce que je pense que t'as bien expliqué les trucs qui allaient pas dans la façon dont l'institution du Parlement était structurée et codifiée. Par contre, c'est sans doute un peu utopique, sans doute peu probable que ça arrive. D'autres choses? Je réfléchis un petit peu, mais... Ok. Est-ce que t'es contente de cet entretien? Est-ce que t'as pu dire ce que tu voulais dire? Est-ce que tu t'as pu vider ton sac? Ouais, j'ai dit plein de trucs. Comme d'habitude, je suis en train de me... Donc là, je te parle. Il y a le reste de mon cerveau qui analyse tout ce que j'ai dit pour vérifier que je n'ai pas dit une connerie. Donc voilà, mais c'est normal. Tu vois, l'autocensure, le fait de réfléchir à tiens, est-ce qu'on va isoler un morceau pour me nuire? C'est là au background. J'appellerais ça la prudence, mais ouais. Margot, merci beaucoup. T'as d'autres questions? Est-ce que en vrai, si tu veux qu'on continue à parler, on peut. Ça va. Je commence à dire des bêtises. Et toi, t'es content? Moi, je suis content. Ouais. Mais en vrai, en fait, quand je démarre une interview et que c'est vraiment j'ai aujourd'hui le plaisir de travailler avec machin truc, et alors tu travailles à tel endroit et machin, et puis qu'est-ce qui t'a amené à devenir député, et que c'est très structuré, machin comme ça, c'est beaucoup plus... C'est pas artificiel, mais... C'est plus le rond que le carré, quoi. On va dire ça, oui. On va dire ça. Franchement, tu peux appeler l'épisode un rond dans un carré. Hein. Et alors qu'ici, j'ai démarré l'enregistrement sans te le dire, et très spontanément, je fais OK, tu veux parler de quoi? Et puis, c'est marrant parce que par exemple, tu m'as pas demandé de me présenter, c'est la première fois que j'enregistre un truc où je dois pas dire qui je suis. C'est aussi parce que, comme tu sais, j'enregistre une intro avant de lancer l'intro, donc je gagne un peu de temps, voilà. Margot, tu es députée. Quel est mon parcours? Pour ceux qui n'ont rien suivi, Margot est députée. Mais en plus, je t'ai présenté un peu en douce en parlant des autres trucs. Donc oui, je suis content. Okay. Mais surtout, en fait, c'est là que tu vois que moi, je fais attention aux trucs dont on se fout complètement. C'est-à-dire la qualité du son. Mais si le son est pourri, je serai pas content. Si le son est magnifique, je dirais c'est le meilleur épisode. C'est vrai. Je suis biaisé sur les trucs qui n'ont aucune importance. Non, mais c'est pas grave. Parce que tout ça est très technique. Hein. Donc si le son est bon, si, comme je l'ai dit, le mood est très organique, smooth, et qu'on se parle pas de manière trop codée, et que l'invité est pas trop chiante, et que les sujets abordés sont cool, franchement, c'est un bon mix. Je suis plutôt content du résultat. Ça va. Tu pourras pas revenir par contre. Non. C'est la dernière fois de ma vie. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est la dernière fois. Qu'une seule personne qui peut revenir, c'est Myriam. Moi, je comprends. Moi aussi, j'aurais cette règle-là, je crois. Margot, merci beaucoup. De rien, merci à toi. Et à très bientôt. Tout ça. Ciao. « 70 minutes avec » est disponible sur toutes les plateformes de podcast. Si c'est la première fois que vous écoutez, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme préférée et à suivre 70 minutes avec sur les réseaux. N'hésitez pas non plus à remonter dans les archives. Peut-être que vous serez intéressé par mes interviews de Florence Hénault, Myriam Leroy, de Marie Pelletier, de Alice Coffin, de Rokhaya Diallo. Je cible un petit peu, je parle plutôt des gens de gauche. Il y a aussi des gens de droite, mais bref, plein de super épisodes à trouver dans les archives. Le site web de 70 minutes avec n'est toujours pas rénové, ça arrive dans les semaines qui viennent. Et dans les semaines qui viennent, je vais interviewer d'ici peu Laurence Milner, qui est chercheuse, qui travaille sur les stratégies médiatiques des extrémistes, donc principalement les djihadistes, l'État islamique, Al-Qaïda, etc., mais pas seulement, l'ultra-droite aussi. Ce sera dans 2 semaines et ne ratez pas ça. À très bientôt. Salut!